Le président togolais Faure Gnassingbé était à Abidjan aujourd'hui. Il a eu un tête-à-tête avec le président Ouattara. Abidjan et Lomé ont signé des accords bilatéraux. En outre, les stratégies de lutte contre le groupe terroriste Boko Haram ont été évoquées. Daniel Kadlan-Duncan vante le progrès économique réalisé par la Côte d'Ivoire avec un taux de croissance qui tourne autour de 9%. Le Premier ministre était l'invité de la Banque mondiale aux États-Unis. Et puis les TIC et le transport n'ont pas été oubliés à Washington. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a plaidé pour ces deux secteurs. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président togolais a regagné ce soir son pays après une visite de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire. Faure Gnassingbé a eu un entretien dans la journée avec son homologue ivoirien autour de plusieurs points, entre autres la coopération bilatérale entre les deux pays et les questions de la maladie de l'Ebola. Avant le départ du président togolais, les deux chefs d'État ont donné un point de presse. Ils ont évoqué les relations qui lient les deux pays. La sécurisation de la sous-région n'a pas été occultée, notamment les stratégies de lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. On en sait plus avec Jérôme Kofi Aboule. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Togo déjà excellentes sous Félix Houphouët-Boigny et Gnassingbé Eyadema. Elles entendent l'être davantage avec Alassane Ouattara et Faure Eswasmina Gnassingbé. Les deux chefs d'État l'ont dit au cours du point presse dans le cadre de la visite de travail et d'amitié de 24 heures du président togolais en Côte d'Ivoire ce lundi 16 février 2015. Visite à l'invitation de son homologue ivoirien. Pour les présidents Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays passe notamment par la sécurité au plan bilatéral et dans la sous-région. Bien évidemment, nous avons parlé de la sous-région, du continent et des questions internationales. Au niveau de la sous-région, la préoccupation première concerne les questions d'attaques terroristes, notamment par Boko Haram dans le pays frère du Nigeria et avec les ramifications dans tous les pays voisins, à côté du lac Tchad et les possibilités que ces attaques puissent aller au-delà de cette région. Nous sommes totalement engagés auprès des pays frères, du Nigeria comme du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Bénin pour combattre ce fléau. Nous avons également indiqué qu'en réalité, un élément important de sortir de cette situation, c'est faire en sorte qu'il y ait une plus forte croissance et un plus fort développement de nos pays. C'est pour cela que les bonnes pratiques économiques et la situation de la réduction de la pauvreté sont des éléments essentiels pour réduire le combat contre le terrorisme. Donc nous en appelons à la communauté internationale d'aider à faire en sorte que nos pays renforcent la croissance qui est en cours et puissent apporter une paix durable à nos pays. Je voudrais saluer le rôle que vous avez joué dans la sous-région, votre leadership, et surtout le rôle que vous avez joué dans la résolution des conflits. Je pense à votre bilan remarquable quand vous avez présidé la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et tout ce que vous avez fait pour amener la paix au Mali. Je suis aussi reconnaissant à vous, Monsieur le Président, pour votre action déterminante qui nous ont permis au Togo d'organiser des élections législatives dans de bonnes conditions. Au cours de nos échanges, je vous ai fait le point du processus électoral qui se déroule bien et nous espérons qu'au mois d'avril, nous irons aux élections. Quant à la sous-région, nous sommes préoccupés par la question de Boko Haram et nous voulons exprimer toute notre solidarité aux pays qui sont engagés dans la lutte contre cette secte. Nous espérons, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, que des mesures immédiates, idoines seront prises pour juguler la crise et que la quiétude revienne rapidement dans nos différents pays. Mais comme vous l'avez dit, s'il n'y a pas de croissance économique, s'il n'y a pas de développement, demain, même si ce n'est pas Boko Haram, ce sera un autre groupe terroriste. Donc nous devons tout faire
pour accélérer notre processus d'intégration, car c'est aussi un facteur de développement pour nous et un facteur de croissance pour nos populations. Nous avons aussi exprimé notre compassion vis-à-vis de toutes les victimes de l'épidémie de la maladie à virus Ebola et saluer l'action déterminée et énergique des chefs d'État des 3 pays affectés qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une lueur d'espoir avec la régression de cette maladie. Néanmoins, nous devons rester vigilants et surtout penser à la reconstruction. Nous sommes réjouis du dernier sommet de l'Union du fleuve Mano et nous espérons que le prochain sommet qui est annoncé à l'Union européenne permettra de bien préparer la reconstruction, car il faut absolument que les dégâts causés par cette maladie dans tous les secteurs de la vie de ces pays puissent être réparés. La sous-région en a souffert et, Monsieur le Président, vous en savez quelque chose. Plus vite nous sortirons de cette épidémie, mieux ce sera pour notre sous-région. Et enfin, je voudrais remercier tout le peuple ivoirien pour l'accueil qui est fait à la communauté togolaise ici. Je pense qu'elle se sent bien et je peux le mesurer à chaque fois que je viens dans votre pays par la manière dont ils me reçoivent. Saisissant l'occasion, le président togolais a félicité le président Alassane Ouattara pour le sacre des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations de football, session 2015. Grand bravo aux éléphants de la Côte d'Ivoire pour leur victoire en Guinée équatoriale. Ils ont enfin ramené la coupe et je pense que tout le monde était, même nos amis ghanéens dans leur tristesse, je crois que c'était un pays voisin. Donc nous tous, nous étions contents. Il y avait quelque chose de bien dans cette coupe, c'est-à-dire que nous sommes tous au sein de la CEDEAO, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Bon, la coupe restait dans la sous-région. Finalement, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas plus mal que ça. En tout cas, bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Le président Faure Gnassingbé s'est dit heureux d'avoir assisté à une belle finale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, 2 pays de la CEDEAO. Des accords de coopération ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Togo lors de la rencontre entre les 2 chefs d'État. Ces accords ont été signés par les 2 ministres des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi pour la partie ivoirienne et Robert Doucet pour le camp togolais. Le premier accord porte en création de la grande commission mixte de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République togolaise. Léon Brou nous éclaire sur ces accords. Enfin, un cadre juridique formel pour tracer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Togo, jusque-là basée sur la solide amitié entre feu les présidents Félix Houphouët-Boigny et Gnassingbé et Adema. C'est le fruit de cet accord signé par les ministres ivoiriens Charles Dibi Kofi et togolais Robert Doucet des Affaires étrangères. Outre cet accord instituant pour la première fois la grande commission mixte de coopération, 3 autres accords bilatéraux ont sanctionné le séjour ivoirien du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Il recommande notamment le suivi et l'évaluation de la coopération entre les 2 États, des consultations régulières sur des questions d'ordre international pour l'adoption d'une position commune. Au total, 4 accords pour renforcer la coopération ivoiro-togolaise, déjà excellente en tout point, selon le communiqué final sanctionnant la visite d'amitié et de travail du président Faure Gnassingbé à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, invité à son tour au Togo. Cette visite qui s'achève aura permis aux 2 chefs d'État d'exprimer leur grande inquiétude face à la progression du terrorisme et de réaffirmer leur soutien à leurs pairs et au peuple des pays africains encore en crise. La Côte d'Ivoire a continué sa marche vers le progrès et le taux de croissance de près de 9% le démontre bien. En tout cas, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué de l'évoquer lors de son voyage aux États-Unis, où il était l'invité de la Banque mondiale en tant que pays fragile. L'expérience de la Côte d'Ivoire fait école auprès de plusieurs pays. Par ailleurs, Daniel Kablan-Duncan a pris part au forum FCV 2015, le forum sur la fragilité, les conflits et les violences dans les États. Hamza Diaby revient des États-Unis. Daniel Kablan-Duncan, une fois de plus à la tribune, et l'auditorium de la Banque mondiale est plein comme à chaque fois que le sujet concerne la Côte d'Ivoire. C'est le 2e panel de haut niveau en session plénière auquel prend part le Premier ministre. Le forum FCV 2015, fragilité, conflits et violence dans les États, pour la redéfinition de la fragilité et la réflexion pour éradiquer la pauvreté. La Côte d'Ivoire
en train donc de montrer aussi un exemple, parce qu'on n'a pas fait venir la Côte d'Ivoire pour rien. C'est parce que la politique mise en œuvre par le président Ouattara a permis une croissance rapide et une croissance forte et une amélioration rapide de la condition donc, des vies donc, des Ivoiriens. Et ces exemples étaient bons d'être aussi communiqués aux autres partenaires. Et vous savez que dans les interventions, moi je demandais en fait qu'on puisse faire en sorte que chacun des continents, on puisse avoir un ou deux pays, qu'on aide à sortir de la crise et qui puissent être de locomotives donc aux autres. Et en marge de ce panel, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a rencontré plusieurs responsables de départements techniques de la Banque mondiale, de SFI et de MIGA pour renforcer la coopération entre ces institutions et la Côte d'Ivoire sur différents projets. Daniel Cablon-Duncan n'était pas seul aux États-Unis. Il était avec Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Bruno Nabagné-Koné a mis à profit cette visite en négociant avec le directeur TIC du groupe Banque mondiale une aide dans les secteurs des TIC et du transport en Côte d'Ivoire, suivant le reportage de Hamza Diaby. Transport et TIC étaient aussi à l'ordre du jour lors de l'invitation de la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire étant un pays qui pense stratégiquement non seulement à son développement, mais également à son développement dans un contexte sous-régional, régional et global. Dans ce contexte, le transport et les technologies de l'information et de la communication sont des vecteurs essentiels d'intégration, d'efficacité et de compétitivité. Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Poste et des TIC qui accompagne le Premier ministre à Washington, a exploré avec le directeur TIC du groupe de la Banque mondiale comment l'institution peut intervenir dans ces secteurs. Au niveau des TIC, la réflexion a surtout porté sur l'apport des TIC au plan de la transversalité de ces technologies-là. Aujourd'hui, les TIC, il ne faut plus les voir en tant que technologies qui apportent des solutions de communication, mais les voir d'une façon plus globale et donc assurer des investissements et un développement plus cohérent et qui touche davantage les populations. Et le directeur transport et TIC de la Banque mondiale se dit favorable au projet de la Côte d'Ivoire. Le ministre a un plan très ambitieux en 5 points principaux et nous avons convenu d'examiner ce plan en plus de détails pour voir comment au niveau du groupe Banque mondiale, donc tant la banque elle-même que la SFI et MIGA, comment nous pourrions appuyer le développement de ce secteur. L'objectif de la Côte d'Ivoire est de faire passer le secteur des TIC de 7 à 15% du PIB, un objectif très ambitieux qui contribuerait à positionner la Côte d'Ivoire comme un pays d'avenir, ce qui nécessite des investissements importants, des politiques et un cadre réglementaire très sophistiqué, d'où l'implication du groupe de la Banque mondiale pour permettre sa réalisation. Des TIC, parlons-en spécifiquement de cybersécurité. Des mécanismes seront mis en place en vue de protéger les données à caractère personnel et une stratégie nationale de cybercriminalité. C'est ce qui ressort de l'atelier initié par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Grace Kando nous rapporte les dispositions prises par le ministre en charge de la TIC. L'utilisation abusive de l'Internet aujourd'hui est devenue une préoccupation majeure pour les États du monde entier, notamment la cybercriminalité. Alors, comment éviter cette pratique néfaste? L'autorité de régulation des télécommunications du Côte d'Ivoire, ARTCI, en partenariat avec une structure spécialisée dans le domaine d'éthique, initie un atelier de sensibilisation sur la cybersécurité. Il y a une loi que nous mettons en œuvre et il est pour nous l'occasion de sensibiliser les différents acteurs pour leur dire qu'il y a des infrastructures très critiques qui peuvent même bloquer un pays. Mais il vaut mieux être déjà sensibilisé à la chose, de sorte que nous puissions attaquer de front et régler les problèmes. Cette rencontre dure 2 jours et regroupe plusieurs structures. Mes attentes, c'est éventuellement de regarder tous les aspects juridiques. Quel est le cadre juridique de la cybercriminalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Et éventuellement, quelles sont les dispositions qu'on va prendre et quelles seront les décisions éventuellement qu'on va prendre afin de pouvoir aller à l'encontre de cette nouvelle façon de traiter l'information. En matière de cybersécurité, l'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions. La cybersécurité est essentielle pour le développement du modèle tel qu'il fonctionne aujourd'hui. L'identification des abonnés au service de téléphonie et d'Internet, l'identification qui aujourd'hui, nous pensons, facilite énormément
les enquêtes et travaux effectués par les services de police. Institutionnalisation et développement des activités et fonctions relatives à la sécurité des réseaux et systèmes d'information, ainsi que la mise en place d'une autorité de régulation chargée de traiter spécifiquement cette matière. Au sortir de cet atelier, une nouvelle stratégie de travail sera adoptée par la RTCI pour développer la cybersécurité en Côte d'Ivoire. Nous refermons le volet des TIC pour nous intéresser à un sujet qui ne vous laissera pas indifférent. Il s'agit de l'eau potable dont une partie des habitants de Yopougon a été privée pendant 15 années. Oui, 15 années qui sont maintenant de vieux souvenirs pour ses habitants. La population de Yopougon doit son salut à la station d'eau de Niangon. Cette station a été inaugurée en décembre dernier. Alexis Ouedraogo s'est rendu dans la commune de Yopougon en vue d'apprécier l'impact de l'ouvrage sur le quotidien de cette population de Yopougon. Suivons son reportage. 13h20 ce lundi, le petit Malik doit s'apprêter pour l'école. Sa mère ne se presse pas, elle a même le temps de suivre les informations. Il y a quelques mois pourtant à cette heure, nous ne l'aurions pas trouvé devant son petit écran, mais plutôt au quartier voisin, une bassine pleine d'eau sur la tête. Depuis le mois de décembre pourtant, plus besoin de supplice, l'eau est là à sa portée. Je me réveille à 4h30, 4h, 3h, puis je l'eau. Je fais le lait avec mes enfants. 6h30. C'est bon, je lave mes enfants. Après, je cherche l'eau encore pour venir préparer. Le soir, même chose. C'était comme ça chaque jour. Je cherchais l'eau chaque jour. Donc, c'était pas vraiment facile. C'était très difficile. 13h30, le petit Malik peut prendre une douche joyeuse avant de partir pour l'école. Voilà, c'est bon. Comme lui, Amira, élève en classe de 4e, aura souffert du manque d'eau dans sa maison. Aujourd'hui, elle sourit car la corvée est levée. On se réveillait à 3h pour aller puiser de l'eau avant de se laver pour aller à l'école. Donc c'était pas facile. Quand j'arrive en classe, je sommeille en classe en même temps. Et ça va très bien même. Il dort bien maintenant. Si il me réveille, l'eau est chaude, maintenant il me lave. En 2015, le gouvernement ivoirien entend couvrir les besoins des populations en matière d'eau potable. Déjà le 12 décembre dernier, la station d'eau de Niangon Nord a été inaugurée en vue de répondre aux besoins de la zone qui exprimait un total désarroi. Nous étions souvent envahis ici par les femmes qui manifestant dans les quartiers pour la rupture d'eau. Trouvé absolument nécessaire de faire des débordés jusque chez nous ici. Et aujourd'hui, point de tout cela. Alors, ce sont des indices qui nous permettent d'affirmer que la question de l'eau reste, c'est une question qui est réglée au niveau de Yopougon. La nouvelle station d'une capacité de 40 000 mètres cubes vient doubler les capacités de l'ancienne station pour combler 80% des déficits de cette commune d'environ 2 millions d'habitants. À la pratique, toutefois, certains foyers restent sceptiques devant leur robinet toujours sec. Pour les rassurer, le ministre des Infrastructures, Patrick Kachi, est allé à leur rencontre, toucher du doigt le problème. Voilà, ça monte pas. D'accord, ça vient. C'est à 2h du matin, ça vient. Là, ça vient, ça commence à passer, ça va monter un peu. Au fil des semaines, ça va venir vous trouver en haut. Parce qu'avant, il y en avait même pas. Oui. Au moins, il faut dire, monsieur le ministre, oui. Ah, vraiment, l'eau est là maintenant. Mais maintenant, il faut que ça commence à monter. Sinon, on va croire qu'il n'y a pas d'eau. Voilà. Le ministre a fait la lumière sur les raisons pour lesquelles d'une zone à l'autre, certains ménages peinent encore à avoir de l'eau. Vous avez certains tuyaux, du fait de la pression, se cassent. D'autres étaient déjà cassés. Donc, mais ils ne savaient pas. Vous voyez là? Vous voyez ça, vous ne savez pas. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Dès que l'eau commence à arriver, vous voyez une fuite comme ça. Or, si on ne répare pas cette fuite-là, automatiquement, la pression descend. Et ceux qui sont devant n'ont pas d'eau. Donc on est obligé de réparer toutes ces casses-là
dans tous les quartiers. Mais vous voyez bien que l'eau arrive effectivement. Le reste du déficit d'approvisionnement en eau potable sur la capitale économique ivoirienne devrait être comblé avec la mise en marche de la station de Beaunoir. Elle va desservir toute la zone sud d'Abidjan et de Petit Bassam avec 80 000 mètres cubes par jour. C'est une enveloppe de 165 milliards de francs CFA qui est consacrée à la question de l'alimentation en eau potable sur Abidjan en vue de produire 250 000 mètres cubes d'eau. On a payé l'eau pendant 10 ans. Moi, je suis ici depuis 2001, on a combien d'eau? Chez moi, là-bas, il y a un gros système où j'ai rempli à 5 000 francs. Ça ne vaut pas une semaine, c'est fini. J'ai des jumeaux, j'ai leurs grands soeurs, grands frères. Ça ne suffit pas. Mais grâce à Dieu, depuis le 16, on a l'eau. Vraiment, plus de problèmes d'eau à Abidjan, c'est la promesse du chef de l'État, Alassane Ouattara. En parlant politique avec cette visite du secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kakogi-Kawe, dans la région du Poro, Maurice Kakogi-Kawe a expliqué le bien fondé de l'appel de Daoukro, militant du PDCI, avant le congrès extraordinaire du 28 février prochain. Le reportage de Thérèse Tapéo-Boy. Le 5e congrès extraordinaire du PDCI RDA va se tenir bientôt. Mais avant, les militants devront se prononcer par référendum sur l'appel de Daoukro qui soutient la candidature unique au RHDP. Une question qui sera sans nul doute au cœur du congrès. C'est donc pour expliquer le bien fondé de cet appel de Daoukro que le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakogi-Kawe, effectue une tournée dans plusieurs régions du pays. Tout est parti d'ici, en 1945. Quand le président Houphouët-Boigny a eu l'ambition de devenir député de la Côte d'Ivoire, ça a été l'appel de Golo. Aller vers le sud. Et aujourd'hui, un appel se fait entendre du sud pour venir vers le nord, qu'on appelle l'appel de Daoukro. Notre salut se trouve à RHDP. Les délégués des régions du Poro, de la Bagoué, ont rassuré l'envoyé du président Henri Konan Bédié. Selon eux, les militants disent déjà oui à l'appel de Daoukro. Un appel qui traduit la volonté du président du PDCI RDA de cultiver la paix, de contribuer à œuvrer pour le développement et le renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Une motion de soutien a d'ailleurs sanctionné l'engagement des délégués qui se disent prêts à prendre toutes les dispositions auprès des populations pour la concrétisation de l'ambitieux choix fait par Henri Konan Bédié pour l'émergence d'une Côte d'Ivoire prospère. La population de Bawaka se trouve dans le département de Sénégal, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, et cette population a rendu hommage au chef de l'État. Une cérémonie de reconnaissance au numéro 1 ivoirien pour ses actions de développement dans la localité. Bawaka est une sous-préfecture située dans le département de Sénégal. Les populations de cette localité rendent hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement au bénéfice de cette jeune sous-préfecture. En effet, cette localité, selon les différents porte-paroles, a été érigée en sous-préfecture grâce au chef de l'État. Bawaka bénéficie également d'un dispensaire, d'une maternité réhabilitée et équipée, d'un château d'eau. À cela, il faut ajouter les dons de la première dame en faveur des femmes, notamment du matériel agricole et sanitaire. Bawaka est reconnaissante au chef de l'État pour toutes ses actions, surtout pour avoir appelé comme collaborateur un de ses fils, Jean-Baptiste Soro. Les cadres du département de Sénégal appellent les populations à l'union, à la mobilisation autour du président Alassane Ouattara et à s'approprier l'accord de Daoukro dans la perspective d'une Côte d'Ivoire émergente. Et puis cette ouverture du synode diocésain à Daoukro, le président Bédié ne s'est pas fait compter l'événement. Il y a assisté sous le regard de notre reporter Charles Tatou. 1955-2015. Cela fait maintenant 60 ans que le diocèse de Bouaké existe. Comme il est de coutume, les festivités marquant son cinquantenaire auraient pu avoir lieu depuis 2005. Mais les crises successives traversées par le pays n'ont pas permis la célébration.
L'archevêque métropolitain Monseigneur Simeon Awana a décidé donc de mettre les pendules à l'heure. De même, un tel événement ne pouvait avoir lieu sans que l'Église fasse ses états généraux. D'où le synode diocésain de Bouaké. Daoukro, chef-lieu de région d'Ifou, a abrité l'ouverture de ce synode. Chaque composant du peuple de Dieu qui est à Bouaké doit réfléchir, méditer la profondeur de son engagement baptismal pour pouvoir essayer de trouver des solutions pour relancer l'Église sur son chemin missionnaire. Pour la circonstance, Daoukro a été donc un lieu de pèlerinage qui a drainé des délégations des fidèles catholiques venus des 22 paroisses que compte le diocèse de Bouaké. Plusieurs personnalités du pays, dont Henri Konabédié, président du PDCI RDA, et son épouse, ont pris part à la messe d'ouverture du synode. Occasion pour l'évêque de Bouaké, Monseigneur Simeon Awana, de rendre grâce à Dieu pour le travail accompli et ce qui reste à faire. Il a également prié pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire avant d'exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré en faveur de son organisation. La clôture du synode est prévue pour le mois de septembre 2015 à Bouaké.